Bien, messieurs les présidents, mes chers collègues, avant de débuter l'audition, il faut qu'on procède à une nomination de rapporteur sur des questions foncières, d'ailleurs, sur la proposition de loi qui vise à lutter contre la disparition des terres agricoles et renforcer la régulation des prix du foncier agricole, dont l'examen en séance publique est prévu à compter du 11 mars après-midi en tant que texte transpartisan, et j'ai reçu la candidature de M. Peyo-Dufaux. S'il n'y a pas d'opposition, eh bien, il en est ainsi. Il est donc désigné rapporteur. Nous avons ce matin le plaisir de recevoir M. Olivier Salleron, qui est président de la Fédération française du bâtiment, la FFB, et M. Jean-Christophe Repon, toutes mes excuses, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, autrement dit la CAPEB. Notre commission, je vous en ai parlé rapidement, a déjà entendu au cours des derniers mois non seulement la ministre du Logement ou d'importantes aussi institutions du secteur du bâtiment, du logement, de la construction. Je pense à l'Union sociale pour l'habitat, le groupe Nexity, Action Logement Group et CDC Habitat. En fait, elles nous ont toutes fait part de leur forte inquiétude sur la situation du secteur du bâtiment et de la construction. Et d'ailleurs aussi, quand nous avons reçu les présidents des organisations patronales, c'est aussi ce qu'ils nous ont dit. Et nous souhaitons évoquer avec vous, évidemment, la situation, les perspectives du secteur. Vous représentez, mais vous nous le direz plus précisément, évidemment, vous représentez 400 000 entreprises, il me semble, 1 million d'emplois, 1 million. De vous dépend aussi un droit humain fondamental, en fait, c'est celui de se loger dignement et qui découle du 10e alinéa de la Constitution de 1946. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Or, on a 4,2 millions de mal logés dans ce pays, 2,7 millions de demandeurs de logements sociaux, ce qui est un triste record. Et donc, force est de constater que le droit au logement est de moins en moins garanti. Mais vous avez aussi des missions fondamentales auprès du commerce, pour les bâtiments du commerce, les infrastructures, etc. Donc, si je résume, en fait, le dynamisme du secteur du bâtiment et de la construction nous concerne toutes et tous au premier chef, et notamment en tant que législateur, parce que se pose la question des politiques publiques, évidemment, pour soutenir ce secteur et assurer aussi que ces droits fondamentaux et ces besoins de la nation soient remplis. Alors, vous faites face notamment à un niveau élevé des taux d'intérêt ces dernières années, on y reviendra, ce qui a rendu très difficile l'accession à la propriété. Les ménages investissent en fait de moins en moins dans la pierre. Les secteurs les plus touchés, vous faites partie des secteurs les plus touchés par ce qu'on peut appeler, ce que moi j'appelle une crise économique, avec surtout une dépression de la demande qui vous frappe de plein fouet, et vous y reviendrez, j'imagine. En tout cas, nous, on a débattu de ces questions dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, où l'examen aussi de plusieurs propositions de loi, je pense à celle sur les exigences de performance énergétique applicables au logement. Vous nous direz, je l'espère, les répercussions pour les entreprises du bâtiment des choix de forte réduction de certaines aides. Je pense à celle de la rénovation thermique des logements, moins 700 millions d'euros. Et plus globalement, quelle politique publique pour relancer l'activité des entreprises du bâtiment et de la construction, pour également opérer la transition énergétique, pour assurer ce droit au logement et assurer l'ensemble des besoins de la nation, commerce, infrastructure, etc. Je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes, messieurs les présidents, et puis bien entendu ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre les oratrices et orateurs de groupe. Alors, si c'est possible, voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les députés et les collaborateurs. Donc, vous avez fait une excellente présentation du secteur. Je reviens quand même sur la masse du bâtiment pur, dans l'emploi du bâtiment, hors travaux publics. C'est quand même 1 300 000 salariés. Donc, c'est plus de 2 millions, c'est 1 300 000 salariés et 1 600 000 actifs, puisqu'on compte évidemment les dirigeants d'entreprise ou les gens travaillant seuls. On pourra peut-être d'ailleurs y revenir. Le secteur, bien sûr, a été fortement pénalisé maintenant depuis 2 ans. En 2023, il a stagné. Et l'année dernière, nous sommes rentrés en récession avec moins 6% du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires du bâtiment 2023, c'est 215 milliards d'euros. Donc vous voyez bien qu'il y a moins 6%. Ça va faire des dégâts, non seulement en défaillance d'entreprise, mais aussi en personnes, en équivalent temps plein et en salariés, tout simplement. Et c'est dramatique. La première des causes, vous l'avez dit, c'est le logement neuf. Je vais parler du neuf et ensuite de la rénovation énergétique. Le logement neuf
a plongé en à peine 2 ans de 380 000. Il faudrait faire actuellement entre 400 et 500 000 logements. C'est tous les experts qui le disent depuis des années. On est passé de 380 000 il y a 2 ans, 2 ans et demi, à environ 250 000 logements l'année dernière. Donc 130 000 logements en moins de 15 mois. On voit aussi que les recettes fiscales qui n'étaient pas au rendez-vous, certains ne les ont pas trouvées. Hein. Moi, je les ai trouvées tout de suite. Et j'en avais d'ailleurs fait part il y a plus de 6 mois à l'ancien ministre de l'économie. Dans le non résidentiel, vous l'avez dit aussi, nous intervenons pour la construction de bâtiments administratifs, pour les industries, pour les commerces, tout ce qui est non résidentiel. Eh bien, c'est pareil, la chute continue depuis 2-3 ans. Malheureusement, le cycle électoral des municipales a fait qu'un effet très très faible. Et en fait, on arrive à un score d'il y a 40 ans. Donc, dans les années 80. Donc, vous voyez par rapport aux besoins que l'on a aujourd'hui. Donc, le bâtiment neuf, en volume, si on compte à la fois les logements neufs qui ont plongé, est à moins 31% entre 2023 et 2025, et les bâtiments non résidentiels. Vous l'avez dit, d'abord, les effets Covid, la hausse des matériaux en 2021, fin 2021, la hausse du prix de l'énergie, ensuite la guerre en Ukraine qui a encore surenchéri le coût des matériaux et donc le coût de la construction. On peut dire qu'entre 2020 et 2023, le prix de la construction a augmenté de 25% à cause de cette inflation des matériaux, mais aussi, et c'est normal, l'élévation des salaires. Vous savez, comme dans le bâtiment, on suit toujours l'inflation plus au niveau des salaires. On n'est pas classé, d'ailleurs, dans un des secteurs, on n'est plus classé dans un des secteurs qui paie mal ses salariés. Donc ça, c'est positif. Et puis la hausse des taux d'intérêt qui sont passés de 1% à 4%, donc qui ont évidemment désolvabiliser tout un tas de personnes, et surtout les modestes et les plus modestes, dans l'acquisition d'un logement. Et c'est ce que l'on a vu, malheureusement, c'est ce que l'on voit encore aujourd'hui. Tout ça, plus des décisions dans cette période-là de crise totalement inappropriées depuis 2 ans par le gouvernement, enfin voilà, par les lois, qui ont restreint le Pinel, d'ailleurs qui s'est arrêté depuis quelques jours. Voilà, donc plus d'investissement locatif privé, alors que chez les particuliers, il y a quand même un petit peu encore d'épargne. Et puis le prêt à taux zéro qui s'est arrêté l'année dernière sur l'ensemble du territoire. Il n'y avait plus que les zones tendues qui ont été concernées. Donc un plongeon total. Des effets mondiaux, des effets franco-français et des décisions inappropriées au niveau des lois. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où 14 000 entreprises ont été en défaillance l'année dernière, beaucoup de petites aussi, et moins 35 000 emplois équivalent temps plein, donc ça aussi c'est une catastrophe. Donc il faut essayer de résoudre tout ça dès cette année. Bien sûr, je parle aussi de l'amélioration entretien dans la rénovation énergétique, qui nous tient vraiment beaucoup à cœur, qui devrait être sur une pente pratiquement exponentielle, qui ne l'est pas, pareil. Après, vraiment, nous avoir fait miroiter un petit peu une aide sur nos concitoyens les modestes et les plus modestes pour rénover leur logis, leur habitat, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, MaPrimeRénov' a été amputée depuis 2-3 ans. On a évité cette année elle a été amputée de 700 millions d'euros, pardon. On l'a vu, mais elle devait être encore ces derniers week-ends amputée de 700 millions d'euros. Je peux vous dire que collectivement, on y a fait pour vraiment crier au scandale, parce que c'est quand même non seulement, évidemment, pour notre économie, il ne faut pas se le cacher, mais c'est aussi pour sauver la planète, c'est aussi pour décarboner la France. Et j'ai dit, si ça continue sur MaPrimeRénov', si cette amputation continue, eh bien, la décarbonation de 2050, les objectifs de la France, on peut se la mettre dans la poche, ça n'ira pas, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, il faut continuer aussi ces efforts-là. Ce maintien, nous l'avons réussi sur MaPrimeRénov'. Il faut qu'on monte vraiment en gamme, et puis il nous faudra de toute manière, sinon, nos modestes et nos plus modestes, avec une moyenne environ de rénovation globale de 30 000 à 60 000 euros par logement, eh bien, on sait très bien qu'il n'y aura que les plus aisés qui y arriveront. Donc on va réduire, évidemment, non seulement l'empreinte carbone, enfin on va l'augmenter, on ne va pas réussir à la réduire, évidemment, mais on va créer aussi une discrimination. Alors pour éviter cette traversée du désert que l'on connaît maintenant depuis début 2024, et les chiffres sont quand même catastrophiques, eh bien je veux dire, on a milité pour beaucoup de choses pour relancer le secteur du bâtiment. On l'a vu, ce prêt à taux zéro,
euros qui a été remis tel qu'il a existé, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire, dont la maison individuelle. La maison individuelle, elle peut très bien se construire sur un bout de terrain qui est déjà imperméabilisé, hein, sur une niche, sur une dent creuse, sur un parking de grande surface. Enfin bon, j'exagère peut-être un petit peu, autour d'une gare, etc., etc. Il faut arrêter de dire ça. On peut faire un peu plus de travaux aussi pour les faire un peu plus en hauteur. C'est aussi, et vous l'avez dit tout à l'heure, MaPrimeRénov' qui a été calibré aux alentours de 2,3 milliards, qui nous paraît un chiffre à peu près correct pour cette année-là. Il faut arrêter aussi de dire qu'il n'y a pas assez d'artisans et d'entreprises qui sont qualifiés, parce que les entreprises et les artisans, quand il y a du marché, eh bien, elles emploient, elles forment. On a battu le record des apprentis cette année. On est à plus de 100 000 apprentis dans le secteur du bâtiment et plus de 70 000 dans les lycées professionnels. Donc ça, c'est pareil. Quand il y a le marché, vous inquiétez pas, nos artisans et nos entreprises savent y aller. La donation, bon, écoutez, c'est un phénomène qui va peut-être faire quelques milliers, peut-être une dizaine de milliers de logements en plus. En tout cas, c'était pour pallier le statut du bailleur privé. Il faut absolument remettre ce statut du bailleur privé. 72% des Français veulent investir dans la pierre, même si ça ne rapporte rien aujourd'hui. Ça rapporte peut-être 2%, 2,5% et encore. Voilà. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux mettre ça sur le financier, mais le Français aujourd'hui veut investir dans la pierre parce qu'il a vu les derniers instants, les dernières années, ce qui s'est passé au niveau de pandémie, etc. Donc c'est le moment de le faire. Nous allons ouvrir, je l'espère, avec Madame la ministre du Logement, qui a été conservée. C'est une excellente chose. Voilà, une personne d'expérience qui connaît le terrain, qui connaît le logement, mais le bâtiment en général, peut-être encore mieux que nous. Donc tant mieux. Et je veux dire, on a quelqu'un avec qui discuter. Elle sait qu'il faut eh bien, louer à des plus modestes et ceux qui ont un peu les moyens d'acheter leur appartement avec une petite carotte. Alors on ne parle plus du Pinel, mais un tout petit avantage pour qu'ils puissent réinvestir et sortir l'épargne, éventuellement, qu'ils ont donc ce statut du bailleur privé. Il faut vraiment relancer. Je crois qu'un ou deux parlementaires va être nommé dans quelques jours. Il faut travailler. Nous, on y sera autour de la table, je l'espère, puisque vous avez parlé de tous les secteurs précédemment. Tous ces secteurs-là, ils sont tous dans notre alliance pour le logement. Tous ceux que vous avez rencontrés, on a tous milité, on a tous parlé pour cette relance du secteur du bâtiment. Et puis, bien sûr, la question qui est ouverte devant nous pendant, il me reste une minute, dans 40 à 50 ans, c'est sur la rénovation énergétique. C'est très bien sur tout ce qui est la rénovation qui avait été promis et qui se fait aujourd'hui, la rénovation des écoles. On en a pour 10 ans. Ça, c'est excellent. Ça y est, ça commence à partir. C'était une promesse du gouvernement tenue. Bon, ça, c'est super. Voilà, il faut le dire aussi quand c'est bien. Sur le tertiaire, chaque fois qu'on rénove une entreprise, une industrie ou autre, ou un commerce, il faut gagner c'est plus de 50% de la facture énergétique. Donc ça aussi, c'est 40%, pardon. Ça aussi, il faut continuer à y aller. On a eu un peu peur quand le fonds vert a été réduit, parce qu'on s'est dit, la politique environnementale, elle est où, là? La transition énergétique, elle n'est plus là. Donc il faut forcer là-dessus. On compte beaucoup sur les parlementaires de terrain pour forcer là-dessus, parce que c'est l'avenir. Et bien sûr, s'assurer que le budget MaPrimeRénov' 2026, qui va commencer à être discuté dès demain, ne soit pas une nouvelle fois sabré à la hache. Et ça, il faut vraiment être très très attentif là-dessus, parce que c'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants. Et puis annoncer rapidement ce qui touchera vraiment sur tous les barèmes à partir du 1er janvier 2026. Voilà aussi notre objectif. Attention aux sujets qui voudraient, comment dirais-je, sous prétexte de simplifier, mais de complexifier les choses. Je parle, et ça c'est un peu technique, mais certains d'entre vous connaissent, transformer les C2E en MaPrimeRénov' ou le contraire. C'est des usines à gaz, personne n'y comprend rien, et on va arriver, tel qu'on est arrivé début 2024 et début 2025, avec une MaPrimeRénov' tellement complexe qu'on n'a pas réussi à consommer, qu'on n'a pas réussi à la mettre en place l'année dernière. Il a fallu qu'on y travaille d'ailleurs ensemble avec Jean-Christophe, justement, pour resimplifier tout ça, parce que non seulement les clients n'y comprenaient rien, mais aussi les entreprises et les entrepreneurs. Ensuite, on a un petit volet qui s'appelle la REP, la responsabilité élargie du producteur, qui est une catastrophe dans le bâtiment. On paye et pour avoir moins de 50% de ce que l'on devrait avoir en retour. Donc il y a une espèce d'injustice là-dessus. Et le recyclage, je parle encore d'innovation énergétique, on y tient beaucoup. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Les déchets pour lesquels on paye sur le neuf ne sont pas récupérés d'une façon gratuite et recyclés comme ils devraient l'être. Ça aussi, c'est presque un scandale
pratiquement d'État, je le dis. Et il va falloir que ça s'arrête à un moment donné parce que la grogne dans nos artisans, chez nos artisans et nos entrepreneurs est très présente. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je passe maintenant la parole à Monsieur Repon. Monsieur le Président. Oui, merci beaucoup de nous accueillir et de nous écouter aujourd'hui, messieurs les députés, madame les députées, sur la problématique de la construction et de l'artisanat du bâtiment. Rappelez qu'en représentant la CAPEM, nous représentons 62 000 adhérents et que rappelez aussi le tissu économique de la construction du bâtiment. 97% des entreprises du bâtiment sont des TPE, sont des entreprises de moins de 10 salariés et c'est important de le rappeler quand on parle de la construction dans son ensemble. Rappeler l'activité de l'artisanat du bâtiment au sein de la construction, qui est lui-même en difficulté, puisque nous avons vécu le 7e trimestre de recul d'activité, et avec une année 2024 à moins 4% d'activité, qui est pour nous un signe inquiétant, puisqu'on pouvait s'attendre à une dégradation de l'activité du neuf. Elle était programmée, puisqu'on avait des effets d'aubaine qui disparaissaient avec le Pinel et le PTZ, et puis la loi ZAN qui allait contrarier un peu le modèle économique du neuf, donc on s'y attendait. Mais par contre, il n'y avait aucune raison que la rénovation, nous ce qu'on appelle l'entretien-rénovation, le cœur du sujet des artisans, mais aussi la rénovation énergétique, elle, soit aussi en difficulté et en recul d'activité. On devrait avoir une activité de la rénovation énergétique qui devrait nous tirer par le haut. Et c'est ce qu'on avait prôné, nous, pour espérer lutter justement dans un délai assez court et la baisse d'activité dans le neuf sur MaPrimeRénov' et le budget nécessaire pour pouvoir justement engager de l'activité. Redire également aussi que les défaillances sont importantes dans la TPE. Là, on a les mêmes chiffres. 14 000 entreprises défaillantes et dans l'emploi de la TPE, 21 000 emplois détruits cette année. On est très aussi structuré sur l'apprentissage dans l'artisanat. On a eu des chiffres records, mais on a quand même une entrée 2024 de septembre à décembre qui est à moins 10% d'apprentis dans la rentrée. Donc c'est aussi un signal fort de recul de l'activité. Et quand l'activité recule, l'artisan ne prend pas pour 2 ans en formation un jeune, puisqu'il n'a pas de carnet de commande visible. Moi, je voudrais revenir sur l'importance des débats et des arguments qu'il faut avoir pour parler de la construction du neuf à la rénovation. Nous, on avait proposé, et quel que soit le terme, un Grenelle de la construction qui aille du neuf à la rénovation. Alors s'il faut appeler ça un conclave ou une délégation permanente, on peut en parler, mais il faut à tout prix se mettre à plat et regarder les éléments du périmètre de la construction. Aussi, il faut simplifier les dispositifs et libérer le potentiel des TPE. Je vous rappelais que les 500 000 entreprises artisanales sur l'ensemble du territoire font à peu près 450 000 emplois et font de l'activité également. Et c'est important de libérer et d'accéder au marché. Et puis, redire, avec toutes les péripéties de ces derniers jours, que le modèle de l'entreprise artisanale, il est important, il est créateur d'emplois et de dynamique dans les territoires. Et vous êtes bien placé pour le savoir, vous députés, que les artisans font la dynamique de vos territoires et font aussi la vie associative de vos territoires. Donc, c'est un modèle qui crée de la richesse et qu'il ne faut pas attaquer ou dégrader ou affaiblir selon les positions. Moi, je voudrais revenir juste sur la politique du logement et du neuf à la rénovation. Et là, le président Saleron vous parlait de l'alliance dans laquelle la CAPEM n'y est pas, si vous regardez attentivement. Nous n'avons pas été conviés ni invités. Et vous redire la vision que l'on a, nous, de la construction, et en disant que la problématique du neuf est une problématique, il ne faut pas opposer la rénovation au neuf, mais que la volumétrie du neuf, et plusieurs études le disent, l'ADEME et des études identiques disent que la volumétrie, elle est entre 250 et 350 000 logements par an, ce qui est à peu près la volumétrie de cette année. Ça veut dire que donc, l'espoir des 500 000 logements n'est pas devant nous et que le bilan énergétique et le stock que l'on a devant nous, c'est 5,7 milliards de passoires thermiques, c'est 3 millions de logements en vide et c'est 2 millions de logements en bureaux qui peuvent changer de destination prochainement. Donc, il nous semble, nous, que le défi de la construction, dans son ensemble, il doit être prioritairement mis sur la rénovation, dont la rénovation énergétique, bien évidemment. Et en fait, j'ai envie de dire que toute rénovation doit être énergétique. Maintenant, on ne peut pas rénover un logement sans rentrer dans une démarche énergétique. Donc,
il nous semblait que l'importance d'avoir un budget MaPrimeRénov', on se satisfait du budget, même s'il est à la baisse, parce que vous voyez bien que le marché de la rénovation s'est écroulé, alors qu'il n'y avait aucune raison normale, évidente, pour que ça recule. Donc c'est bien la confiance des ménages et, j'allais dire, l'ambiance politique et l'incapacité de se projeter dans l'avenir qui a fait que la proposition de l'offre s'est écroulée et que nous, on a eu ce recul d'activité. Donc il est important pour nous de pouvoir vite revenir sur cette vision-là et donner de la confiance à l'ensemble de nos concitoyens, donner une direction. C'est pour ça qu'on voulait un Grenelle, un conclave, une délégation permanente, mais qu'on se mette vraiment autour de la table pour réfléchir sur le nouveau modèle économique du logement, et on fera dans les mois qui arrivent des propositions sur ce sujet-là aussi. On voulait permettre aussi l'accès au marché, notamment de la rénovation énergétique, de la TPE, de l'artisan, qui pour lui se trouve de plus en plus éloigné. Vous avez vu que le nombre d'entreprises dites RGE pour accéder à MaPrimeRénov', elle est égale depuis 10 ans, alors qu'on devrait rénover 5,7 millions de passoires thermiques. Donc on n'a pas plus d'entreprises RGE qu'en 2015, et on a eu même là, il y a 2 ans une baisse d'entreprises dites RGE. Donc nous, on veut simplifier l'accès à ce marché, permettre à l'ensemble des artisans qui ont pignon sur rue, qui sont majoritairement qualifiés et compétents, d'accéder à ce marché et de permettre, grâce à leur expérience, d'être validés en RGE. Et donc on aurait un potentiel du coup de 500 000 entreprises qui seraient intéressées par ce marché-là. Donc ça veut dire que si demain tout va mieux, vous pourrez voter des budgets de MaPrimeRénov' bien au-delà, puisque vous avez le potentiel de compétences en artisanat pour relever le défi. Et si vous voulez massifier, il faudra le faire avec la masse des entreprises, et la masse des entreprises, c'est la TPE. Donc il faut amener ces entreprises vers ce marché-là. Il faut l'amener vers ce marché-là en leur permettant d'accéder à ce marché, en vérifiant l'expérience sur le chantier, mais il faut également leur permettre de se regrouper pour pouvoir faire notamment de l'offre d'ampleur, de la rénovation dite globale, et ne pas les écarter de ce marché-là. Donc nous, on prône fortement une loi GME qu'on espère voir dans la loi simplification, pour que justement un artisan plombier puisse se regrouper avec un artisan électricien, un artisan plaquiste, et remplir l'offre d'ampleur qui sera demandée pour lui en rénovation énergétique, mais ça vaut aussi pour le maintien à domicile. MaPrimeAdapt', ça veut dire que demain, quand on doit rendre un logement adaptable et que nos anciens puissent y vivre le plus longtemps possible, il faudra aussi que les artisans travaillent ensemble, et donc qu'on les regroupe sans les rendre solidaires financièrement, mais solidaires sur le résultat, bien évidemment. Un élément aussi essentiel qui est pour nous vecteur d'activité, c'est la capacité d'aller à 100 000 euros sans appel d'offres, et pour nous, c'est un levier essentiel de ruralité, d'accès au marché, et j'invite, et je suis très heureux, il y a encore peu, j'ai découvert un maire qui connaissait ce processus-là, et donc il faut qu'on pousse et qu'on le rende pérenne dans l'avenir, les 100 000 euros sans appel d'offres. Il faut aussi simplifier le parcours de rénovation. Pour le coup, on a bien vu que les allers-retours et la volonté d'opposer la rénovation par geste à la rénovation d'ampleur a été très néfaste à l'activité. Et nous, on ne cesse de dire qu'il faut ne pas sanctionner le geste, mais amener le geste à la rénovation d'ampleur, c'est-à-dire revoir le parcours de rénovation sur une durée donnée, 5 ans par exemple, pour amener le particulier à rentrer dans la démarche de la rénovation et ne pas le sanctionner s'il ne voulait pas le rentrer, s'il ne peut pas le faire en rénovation d'ampleur de suite. C'est souvent le cas en site occupé, c'est très compliqué. Il reste aussi bien évidemment le financement. On voit quelques banques commencer à bouger sur le reste à charge, et on s'en réjouit, c'est un peu tardif, me semble-t-il, mais on n'est vraiment pas contre une banque des territoires qui pourrait venir faire un PGE vert sur l'ensemble du territoire pour accompagner les ménages et permettre l'accès au marché. On s'est fortement battu sur cette idée de fraude et cette sensation de fraude qui vient nuire aussi au marché et à l'activité, et nous avons la volonté, et nous sommes heureux de voir la loi avancer en ce sens, qu'on limiterait à 2 rangs de sous-traitance l'accès à ces marchés, et pour nous c'est une grande satisfaction, et il en est de même pour
qu'une entreprise qui n'est pas RGE ne puisse pas sous-traiter à une entreprise RGE. Ça me paraît aussi le bon sens, ne pas faire subir à la TPE en bout de chaîne toutes les contraintes du RGE, alors que d'autres faiseurs ne font que vendre du matériel et prendre de la marge et faire de l'entreprise artisanale déposeur. Et on en reparlera tout à l'heure sur le statut et les niveaux des prélèvements. Ah, mais il a été plus long que moi. Hein. Ah non, j'ai encore une minute. Simplifier les contraintes de la REP. On est d'accord avec Olivier Saleron sur la problématique de la REP que l'on paye depuis plus d'1 an et qui pour l'instant ne donne pas le service. Et on voit que les éco-organismes veulent revoir le modèle économique parce qu'il est trop coûteux. Et je rejoins les propos du président en disant que ça va devenir un scandale d'État puisqu'on paye un service depuis plus d'1 an et sans avoir le résultat. Et puis revenir bien évidemment sur le modèle économique de l'entreprise artisanale que l'on veut protéger. Et je rappellerai, puisque j'ai lu la presse et des propos, que dans le CAPEB, le P veut dire petit, donc on défend bien les petits et les artisans, mais on protège aussi pour que les artisans vivent bien de leur métier et une indépendance, une autonomie et pas de précarité. Merci beaucoup pour ces introductions, messieurs les présidents. Donc nous passons maintenant aux oratrices orateurs de groupe pour le Rassemblement national. Monsieur Nicolas Maisonnet. Merci Madame la Présidente. Messieurs les présidents, vous l'avez dit, le secteur du bâtiment traverse une crise profonde, sans perspective de redressement à court terme. Les chiffres sont alarmants, des dizaines de milliers d'emplois ont déjà disparu et la dynamique actuelle laisse craindre une aggravation de la situation. Mais cette crise de la construction en cache une autre encore plus grave, la crise du logement. Jamais depuis plusieurs décennies, il n'a été aussi difficile pour nos concitoyens d'accéder à un logement décent. L'accession à la propriété est devenue un luxe pour bon nombre de ménages et le marché locatif se contracte sous l'effet de normes toujours plus contraignantes. La raréfaction de l'offre, conséquence du ralentissement de la construction et des restrictions pesant sur les logements existants, aggrave chaque jour un peu plus les tensions. Face à une demande croissante, la seule réponse viable est de bâtir et rénover. Pourtant, la construction s'effondre et la crise immobilière qui en découle menace l'ensemble du tissu économique et social. Quand le bâtiment va, tout va, dit l'adage. Or, aujourd'hui, cette crise du logement a des répercussions bien au-delà du secteur. Elle pèse sur la natalité, accentue les pénuries de main-d'œuvre, fragilise les étudiants et alourdit le coût de la vie pour des millions de Français. Il est donc évidemment urgent d'agir, simplifier, soutenir et dynamiser les filières de la construction n'est pas une option, mais une nécessité sous peine d'enclencher une spirale de déclin aux conséquences désastreuses. Au Rassemblement national, nous soutenons bien sûr la rénovation thermique, mais nous pensons cependant qu'il faut revoir le dispositif de MaPrimeRénov' et surtout sortir du système ultra contraignant des DPE. Nous pensons qu'un logement qui pouvait être loué en 2024 doit toujours pouvoir l'être en 2025. Plus encore, nous sommes convaincus que la relance de la construction neuve est le levier principal pour répondre à la crise du logement, créer de la valeur et accroître le parc immobilier national. Dès lors, selon vous, quels sont, vous en avez déjà dessiné les premiers contours, mais les principaux freins à cette relance? S'agit-il avant tout d'un problème de financement ou bien les normes de plus en plus strictes, notamment en matière d'artificialisation des sols? Constitue-t-elle le principal obstacle? Quelles mesures concrètes pourraient être mises en œuvre pour inverser la tendance et éviter l'asphyxie de votre secteur? Je vous remercie. Merci beaucoup. Messieurs les présidents, je ne sais pas qui souhaite commencer. Oui. Merci beaucoup. Sur votre introduction, on est évidemment d'accord avec cette crise du logement. Oui, il y a besoin de logements neufs. Il y a besoin de logements neufs dans le privé. Il y a besoin de logements neufs dans le social. On est au bout du bout en social. Hein. On fait pratiquement 30% de moins de logements aussi. Vu la demande qu'il y a, 70% de nos concitoyens ont droit à avoir un logement social. Donc, évidemment, ça concerne énormément de monde. Il y a, on le sait, dans certains territoires, plusieurs années d'attente. Donc, voilà, il faut relancer tout ça. J'ai expliqué tout à l'heure ce qu'il pouvait y avoir en effet presque de ciseaux, même plus de sécateurs entre le coût de la construction qui a augmenté pour des raisons mondiales, etc., qui ne va pas rebaisser, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas la préfabrication, ce n'est pas toutes ces choses-là qui va faire baisser le coût, on l'a vu. Certains s'y sont lancés et se sont cassés les dents. Donc c'est compliqué. Maintenant, voilà, il faut une incitation, il faut aussi, vous l'avez dit, réformer certaines normes, c'est-à-dire qu'on amplifie de toute manière. Je crois que franchement, le secteur du bâtiment et du logement en particulier est le secteur où il y a le plus de normes par an, sans en enlever une seule.
Hein, donc oui, on est très content d'être les champions du monde, champions olympiques de la construction neuve, parce que la RE 2020, c'est la réglementation obligatoire la plus forte au monde. C'est ce que me disent mes homologues allemands, italiens, espagnols, et même aux États-Unis, enfin je dis même, mais un peu partout dans le monde. Donc oui, on est très fiers de construire d'une façon bas carbone, très très bas carbone. C'est ça aussi. Quand on construit aujourd'hui une construction neuve, c'est énormément plus bas que tout ce qu'il y a, même en rénovation énergétique. Et pourtant, il faut rénover. C'est une question de moyens, on l'a bien compris, on l'a dit aussi tout à l'heure. Monsieur Redon. Oui, juste redire que là, nous attendons la simplification avec impatience. Donc, il faut simplifier l'accès au marché. Après, on ne peut que se satisfaire de la qualité de la construction et des normes qu'on y met. Maintenant, il faut aussi adapter territoire par territoire, et c'est ça qui est important, me semble-t-il, l'accès au logement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup construit par le passé à des endroits qui ne servent pas à grand-chose, et maintenant, il faut revisiter la Lausanne, mais avec une spécificité territoriale de chaque maire, une capacité de regarder le bassin d'emploi et la capacité de pouvoir investir. La loi Pinel a des fois fait un effet pervers là-dessus, puisqu'on a construit à des endroits où on n'en avait pas besoin. Là, il faut être très vigilant. Après, derrière, sur la rénovation, il nous faut des financements, il nous faut une banque du financement de la rénovation énergétique. C'est une priorité nationale, c'est un plan MacArthur qu'il faut faire là-dessus. On l'a dit en introduction, c'est quand même 5,7 milliards de passoires thermiques. Et ces passoires thermiques, elles coûtent 10 milliards en soins, en déficit de la sécurité sociale, parce qu'on y vit mal. Donc c'est pour nous une priorité. Le neuf, il ne faut pas opposer le neuf à la rénovation, mais vous voyez bien que le gap entre la rénovation et le neuf, il est beaucoup plus important à mettre, enfin l'argent à mettre est essentiel et assez important à mettre dans la rénovation. Et il faut y donner beaucoup d'accès et de possibilités. Donc le manque de financement, la capacité de trouver des banques qui sont spécifiques à ça, il n'est pas logique qu'en France on puisse acheter une voiture en 3 clics chez un concessionnaire et que pour faire une rénovation énergétique, il faille 4 banques, une hypothèque, et si la facture elle dépasse d'un euro le devis, elle est refusée, quoi. C'est quand même pas admissible. Il nous faut qu'une banque des territoires se pose sur la problématique de la rénovation énergétique. C'est un défi majeur. C'est la création de 200 000 à 300 000 emplois. Hein. C'est la DARES qui l'a dit, c'est pas la CAPEB. Donc, on a un défi de rénovation, de trajectoire carbone, et il faut la financer. J'essaie de tenir le temps pour qu'on ait à peu près les mêmes temps de réponse, surtout pour chaque oratrice et orateur de groupe. Évidemment, après, je vous redonnerai la parole autant que vous le souhaitez à la fin des interventions. Monsieur Bastien Marchif pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, chers collègues. Je voudrais commencer mon propos déjà en vous présentant les excuses de mes collègues qui sont retenus par ailleurs en hémicycle sur un sujet non moins important que celui qu'on aborde ici, qui est celui de la justice des mineurs. Un sujet important, je le disais, puisque vous l'avez évoqué, une crise du logement, une crise de la construction, et pourtant l'aspiration des Français à vivre dans un logement qui soit abordable, digne, décent, durable, elle est bien là, de même que celle de devenir propriétaire. C'est dire l'urgence de la situation à l'heure où la construction demeure au point mort, ce qui menace, vous l'avez dit directement, des dizaines de milliers d'emplois, et alors que la rénovation énergétique fait l'objet, on l'a entendu juste avant, d'incessantes remises en cause. Cette dernière constitue pourtant une réelle opportunité pour le secteur du bâtiment, car en plus d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et de permettre le retour sur le marché de biens qui sont dégradés, elle contribue à la lutte contre le changement climatique, à l'artificialisation des sols et offre de nouveaux débouchés pour vos entreprises et aux emplois menacés par le ralentissement de la construction. À l'heure où le tassement des taux d'intérêt et des coûts de construction laisse espérer une reprise des projets, le soutien public couplé à la pleine mobilisation de votre secteur pour structurer la filière et notamment pour former la main-d'œuvre nécessaire, et vous nous avez fait part d'un certain volontarisme en la matière, et je pense que c'est une bonne chose. Tout cela sera particulièrement déterminant. Les annonces faites par Madame la Ministre du Logement dans ce cadre vont, je pense, dans le bon sens, avec l'élargissement du prêt à taux zéro, avec cette signature d'une feuille de route aussi entre l'État et les bailleurs sociaux, qui a vocation à lancer la construction de 100 000 logements, tout en poursuivant la rénovation du parc social. De la même manière, l'aménagement de l'effort qui est demandé aux collectivités dans le projet de loi de finances, enfin adopté, qui leur redonne la possibilité d'agir et d'investir au niveau local et en particulier dans le logement, est également, je pense, un bon signal. Mais pour sortir de ce marasme, il est également important d'entendre les préconisations que vous pouvez nous faire, et j'aurais 2 questions à vous poser. Depuis 40 ans, la construction neuve bénéficie systématiquement de dispositifs de soutien fiscaux.
En 1984, c'était le dispositif Méhaignerie. En 1996, le Périsol. En 1999, le Besson. En 2003, le Derobien. En 2006, le Borloo. En 2009, ce Cellier. En 2013, le Duflot. Et depuis 2014, avec une fin, vous l'avez dit l'année dernière, le Pinel. Donc 40 ans de soutien fiscal à la construction, commencés à la fin des 30 Glorieuses et qui se sont donc désormais arrêtés. Selon vous, doit-on inventer un énième dispositif ou le sujet est-il ailleurs? Et une autre question également sur la rénovation énergétique. Doit-on donc maintenir le cap de la transition qui, elle, n'a jamais été autant soutenue financièrement, notamment avec MaPrimeRénov', même si on a entendu la nécessité de maintenir la trajectoire en la matière, ou au contraire, comme certains le prônent, supprimer ou du moins largement revoir à la baisse nos ambitions en la matière. Je vous remercie. Merci, Monsieur Marchive. Monsieur Salron. Alors, je pense qu'on peut se comparer à certains pays. Si on n'avait pas eu 40 ans d'incitation fiscale, certains on parlait de niche, on en serait dans une situation catastrophique beaucoup plus grande. Et on n'aurait pas aussi ce dynamisme, il faut le dire, du logement social qui existe pas beaucoup dans le monde entier et dont la France est un des fleurons. Et c'est pour ça qu'il faut le maintenir et qui subit beaucoup d'attaques depuis quelques années. Les solutions, alors je suis tout à fait d'accord avec votre introduction, tout ce que vous avez dit, donc je ne vais pas le reprendre, mais les solutions de ce fameux changer tout ça, ben oui, un statut du bailleur privé. Quelque chose qui est plus pérenne dans le temps, qui sera pour les 30 ans, 20 ans, 50 ans prochains, et on n'aura plus à le modifier chaque année. Un peu comme à l'allemande, bon, ça fonctionne pas, il faut regarder, mais en tout cas, nous, avec des ratios appropriés, ça peut fonctionner. Et en tout cas, ça coûtera moins cher à l'État, c'est une première des choses. Et nos investisseurs privés, ils feront comme une entreprise. Ils pourront, comme on dit, amortir sur plusieurs années. Donc oui, c'est un avantage, mais de toute manière, les Français, par rapport au pouvoir d'achat, par rapport au coût de la construction, dû, on l'a dit tout à l'heure, à des facteurs mondiaux, mais aussi franco-français, avec beaucoup de règlements, beaucoup de normes, et puis il faut le dire, la moitié du chiffre d'affaires que l'on fait, c'est pour rétribuer le juste travail et salaire de nos salariés, qui est, je le dis et je le répète dans nos métiers, vraiment excellent. En tout cas, très bon. Maintenant, j'en finirai par là. Le budget du logement. Le budget du logement, c'est 42 milliards d'euros. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres directs du ministère, dont 22 milliards d'APL. Donc, vraiment, aide à la pierre, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est 20 milliards d'euros. Combien ça rapporte? 93 milliards d'euros, non seulement en fiscalité, mais pour les territoires, Merci. Pour les collectivités, etc., etc. Donc, on voit bien, moi, quand je mise 2 euros et que j'en récolte 9, eh bien, Merci. Je mise tous les matins. Merci, Monsieur Redon. Bon. Repond. Non, c'est pas grave, ça me fait. Juste, nous, on a apporté le fait est que le maintien des effets d'aubaine, comme c'était fait par le passé, doit être revisité. C'est pour ça qu'on a demandé un Grenelle, un conclave, enfin, une réflexion globale. On ne saurait plus apporter fortement ce qui a été voté, notamment sur la donation, par exemple, à 100 000 euros avec la rénovation qui peut être exonérée d'impôts, qui est favorable. Il faut revoir le modèle. Qu'il faille soutenir la profession et le bâtiment pour la dynamiser, c'est évident, mais il faut revoir ce modèle économique avec des facilités de donation qui amènent de la rénovation énergétique notamment. Nous, on serait très favorable à ce système-là. Et puis derrière, sur la rénovation énergétique, nous, on souhaite que ce budget soit augmenté dans l'avenir, qu'il soit aussi simplifié dans l'accès et qu'il soit plus préservé de la fraude qu'il ne l'est actuellement. On a plus de 800 millions d'euros de fraude C2E et RGE et c'est inadmissible. Il faut qu'il y ait une data partagée C2E et RGE portée par l'argent du C2E par exemple pour qu'on puisse avoir tous les signalements de fraude qui vont éclore. On a des signaux rouges qui s'allument très rapidement. Donc il faut lutter contre la fraude, augmenter le budget dans l'avenir, me semble-t-il, c'est un levier essentiel de retour de fiscalité, d'activité, d'emploi, et c'est également aussi la capacité qu'on aura à relever le défi de la performance énergétique. Donc nous, on veut et amener le plus d'artisans vertueux sur le marché. Merci beaucoup, Monsieur Repond. Pour le groupe de la France Insoumise, Maxime Lenné. Merci Madame la Présidente. Bonjour Messieurs les Présidents. Moi je voudrais aborder 3 sujets avec vous. D'abord celui de la construction. Donc on l'a dit, le pays est largement en retard par rapport à ce qu'il faudrait faire. 263 000 logements en chantier en 2024, c'est une baisse constante quand il en faudrait 400 000 par an environ. Que pensez-vous de 2 mesures? D'une part l'augmentation des aides à la pierre et de l'autre, une dont on n'a pas parlé pour l'instant, l'instauration d'un prêt à taux zéro pour les bailleurs sociaux. Deuxième sujet, c'est celui de la
la rénovation thermique et je regrette avec vous la baisse de l'enveloppe finale de MaPrimeRénov'. À la fin, on se retrouve avec 1 milliard de moins d'engagement que ce qui a été effectivement dépensé l'année dernière. Donc on voit mal comment on pourrait faire mieux avec moins. Au passage, je signale que malgré les déclarations de la ministre Valérie Létard, en fait, grâce à la loi spéciale qu'on avait adoptée fin 2024, on aurait pu engager les dépenses en début d'année. C'est seulement des circulaires prises par le gouvernement lui-même qui ont empêché de pouvoir commencer à donner ces aides. Alors, du point de vue de l'efficacité des rénovations énergétiques, l'ANA, l'Agence de l'Habitat, constate que celles-ci permettent effectivement une diminution significative des émissions de gaz à effet de serre sur le long terme. Elle met en évidence aussi que la réalisation même des travaux engendre une empreinte carbone, ça paraît assez normal, qu'il convient d'optimiser. Elle préconise de mieux choisir les matériaux et de privilégier les gestes performants. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces recommandations? Est-ce que vous trouvez à vous approvisionner en matériaux en France avec un rapport satisfaisant entre efficacité thermique et bilan carbone de ces matériaux, ou est-ce qu'il faudrait revoir des choses en termes de filière de production de ces matériaux? Et puis du côté de la formation des ouvriers et artisans, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est satisfaisant? Vous avez parlé de confiance tout à l'heure. Les formations RGE, l'ensemble du dispositif. Voilà, je voudrais votre avis là-dessus. Et troisième sujet dont on n'a pas parlé pour l'instant, c'est celui des apprentis, puisque dans le PLF et le PLFSS, donc le projet de loi pour la Sécu, qui est en passe d'être adopté pour 2025, il est prévu une réduction du plafond d'exonération des cotisations salariales et d'assujettir à la CSG et à la CRDS tous les apprentis gagnant au moins 50% du SMIC. Ça va se traduire par 202 € en moins chaque mois pour un apprenti payé au SMIC. Est-ce que ça vous semble être une bonne nouvelle ou pas? Merci. Merci, Monsieur Lenné. Merci Monsieur beaucoup. Salon. Donc sur le prêt à taux zéro, bailleurs sociaux, pourquoi pas. Déjà, il y a eu aussi, pareil, pour l'Alliance pour le logement, vraiment avec l'USH, on s'est bagarré pour qu'il y ait minimum, et ça a été obtenu, 200 millions d'euros de moins de RLS, de réduction de loyer de solidarité. Donc ça fait 200 millions d'euros aussi pour les bailleurs sociaux pour rénover et construire. Ça, c'est quelque chose de très positif. On ne l'oublie pas, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous savez qu'on est très impliqué, nous, la Fédération du bâtiment, dans Action Logement. Donc évidemment, mais le reste aussi. Sur la rénovation énergétique, oui, baisser les émissions avec des matériaux plus vertueux, plus écologiques, c'est certain. Avec des méthodes et des gens beaucoup plus formés, oui, mais c'est plus cher. Donc voilà, on revient toujours à la même chose et on sait faire. Je vous l'ai dit, on est déjà les champions olympiques mondiaux donc, de la construction neuve et pratiquement de la rénovation énergétique. Dans les autres pays, ça va faire aussi bien que nous, sinon mieux, mais nous, c'est obligatoire. Donc tout le monde doit y passer par là. C'est pour ça, quand vous parlez de formation des jeunes, oui, il faut absolument continuer là-dessus. Il faut dépoussiérer cette réforme de 2018 qui a été faite plutôt pas mal sur la rénovation, sur la réforme de la formation. Seulement, l'éducation nationale ne nous a pas permis, nous, organisation patronale, de regarder dans les référentiels et de dire peut-être qu'il faudrait un petit peu oublier la soudure acier, moi le plombier, peut-être pour étudier le sertissage, peut-être le collage, c'est-à-dire des technologies qui sont plus modernes et, vous l'avez dit, sûrement beaucoup plus écologistes. Donc il va falloir travailler là-dessus. Les RGE, Jean-Christophe l'a dit, il y a 60 000, effectivement. Moi, j'ai un autre chiffre. 600 000 salariés, c'est-à-dire pratiquement 40% des salariés du bâtiment travaillent dans une entreprise RGE. Ils sont capables de faire 83 milliards d'euros de chiffre d'affaires s'ils n'avaient que ça à faire en rénovation énergétique. Donc voilà, les moyens, on les a. On a les moyens de formation. Vous savez, les CFA du bâtiment sont gérés d'une façon paritaire. Merci. Et on est toujours mieux. Sur la CRG et la RDS, sur les apprentis, c'est un très mauvais message, comme la baisse des aides aux apprentis et ce fameux seuil ridicule des 250 salariés aussi. Merci. Monsieur Repon. Pour revenir... ça marche, oui, il n'a pas éteint, il ne veut pas que je parle. C'est connu. Juste revenir sur MaPrimeRénov' et les budgets et les aides à la pierre, nous on est favorable à ce qu'il y ait des propositions nouvelles pour aider à la pierre en évitant les effets d'aubaine, mais en incitant le particulier à réinvestir, me semble-t-il, dans l'avenir de son mieux vivre. Et c'est aussi important, on le met en cohésion avec le vieillissement de la population, le maintien à domicile, et qu'il faut arriver à accompagner au mieux. Sur la partie coût et réemploi
il y a des éléments essentiels qui vont être devant nous pour justement utiliser des circuits de proximité courts qui permettent de réutiliser souvent dans la déconstruction. Mais pour cela, on revient à la REP, il faut que la REP soit opérationnelle. Actuellement, on a une REP qui dysfonctionne et qui qui enlève des obligations qu'elle avait. Enfin, au fur et à mesure, les éco-organismes disent ça coûte trop cher, on va enlever des obligations qu'on avait et vous continuez à payer. Et c'est ça qu'il faut qu'on surveille fortement. Et je vous incite à regarder très, très fortement parce qu'il va y avoir une forte grogne qui va monter dans le territoire par l'ensemble des artisans. Et plus vous allez en ruralité, plus il y aura de la grogne, puisqu'il n'y a pas de dépôt à proximité tous les 10 km comme c'était prévu dans la loi. Sur l'apprentissage, on avait porté fortement l'aide à l'accompagnement à l'apprentissage aux entreprises de moins de 50 salariés. Ça faisait pour l'État une économie d'1,5 milliard. Ce qui a été proposé, l'aide à 5 000 pour les moins de 250 et 2 000 pour les autres, ça fait 1,2 milliard d'économie. Et en plus, on va avoir, et dans le bâtiment, on est au-dessus du référentiel SMIC, c'est-à-dire qu'on les paye plus que dans d'autres filières. Et ça veut dire que les 202 €, c'est exactement ce qu'on a donné, nous, comme chiffre à la ministre du Travail, c'est de la perte d'achat pour nos apprentis. Et donc, quand on veut être attractif pour dire aux jeunes et aux jeunes femmes, à la génération Z, revenez dans le secteur du bâtiment, c'est un secteur qui vous donne du sens à votre métier, vous servez à quelque chose, vous n'avez pas de N+4 au-dessus de vous, et vous pouvez servir dans votre proximité, eh bien, on envoie un signe très défavorable à l'apprentissage en leur faisant perdre du pouvoir d'achat. Donc, on est très défavorable. Merci, Monsieur Repon. Pour le groupe socialiste, Madame Valérie Rossi. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les présidents, je voudrais tout d'abord vous remercier pour vos exposés respectifs. Vous représentez sans aucun doute un secteur clé pour l'économie française. Notre pays, et plus particulièrement nos territoires ruraux que je connais bien, doivent faire face à une importante crise du logement et un manque d'activité dont souffrent en premier lieu les petites entreprises artisanales, alors que les artisans du bâtiment jouent un rôle essentiel dans la construction et la rénovation des logements. Le secteur est confronté à une conjoncture difficile, vous l'avez dit, entre la hausse des coûts des matériaux, la baisse des permis de construire, l'accumulation des normes et des réglementations, des règles de rénovation énergétique indispensables, mais compliquées pour autant à mettre en œuvre. Dans mon département des Hautes-Alpes, comme dans de nombreux territoires ruraux, les petites entreprises du bâtiment sont essentielles pour maintenir une offre de logement accessible et de qualité, mais aussi pour répondre à des besoins de réparation du quotidien. Or, elles subissent de plein fouet la diminution des chantiers, le manque de visibilité sur les dispositifs de soutien. Depuis 7 ans, nous faisons face à une politique du logement qui aura réduit le soutien à la production de logements privés et sociaux et qui, de notre point de vue, n'a pas mis les moyens réglementaires et budgétaires suffisants pour assurer le décollage pérenne de la rénovation énergétique. Soyez assurés que notre groupe est fortement mobilisé sur les questions de logement, même si, à cause d'un agenda très chargé, je suis seule ce matin à le représenter. Je rappelle à ce stade que nous avons porté une proposition de loi transpartisane pour rendre les règles de rénovation énergétique plus fluides et lisibles, mais qu'elle a été rejetée par une alliance RN-LFI. Par ailleurs, je tiens à préciser que nous dénonçons et nous continuons de soutenir la lutte contre la sous-traitance en cascade qui crée de la concurrence déloyale, comme nous l'avons proposé dans la loi Mayotte. Dans ce contexte, j'avais quelques questions, messieurs les présidents, auxquelles vous avez déjà en partie répondu. Mais néanmoins, quelles mesures concrètes et prioritaires attendez-vous des parlementaires pour assurer la pérennité de vos entreprises artisanales du bâtiment ? Pensez-vous que la mesure d'extension du prêt à taux zéro soutenue par notre groupe dans le PLF 2025 et notre gain sur une prime aux maires bâtisseurs pourraient aider à relancer l'activité cette année ? Et enfin, de quoi avez-vous besoin en termes de visibilité dans le temps sur les financements et les règles administratives? Et selon vous, quel est le frein majeur qui bloque principalement dans le règlement de l'ANA sur la lisibilité des règles de financement? Je vous remercie. Merci, Madame Rossi. Monsieur Salon. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour votre introduction et vos questions. À la FFB, c'est pareil, 2/3 de nos entreprises ont moins de 10 salariés. Donc l'artisanat, évidemment, on connaît aussi, et on connaît très très bien. Sur le prêt à taux zéro, oui, c'est une excellente chose qu'il a été remis parce que ça va resolvabiliser, on l'a dit, beaucoup de plus modestes et de modestes pour avoir soit une petite maison individuelle, soit un appartement. Et nous pensons que ça va rebooster le marché. Et surtout, ça va relancer beaucoup de logements collectifs aujourd'hui qui sont bloqués parce qu'il leur manque de vendre quelques unités, quelquefois une petite dizaine, pour planter la grue d'ici 2-3 mois.
En revanche, le bâtiment est un paquebot et donc il va falloir que ça prenne du temps, malheureusement. Et on ne voit pas une embellie avant la fin de l'année. Mais il faut prendre absolument ces mesures-là. Sinon, on repousse l'échéance et ça serait catastrophique avec des échéances qui arrivent bientôt. Les gains pour les maires bâtisseurs aussi, ils ont perdu, on le sait très bien, la taxe d'habitation, des choses comme ça. Ils s'en plaignent beaucoup. Donc il faut qu'ils aménagent autour. Et donc pour aménager, bien sûr, il faut qu'il y ait du budget. Le plus gros problème de tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, moi j'ai qu'une seule chose, un seul mot, c'est instabilité. C'est que tous les ans, avec un PLF qui change, eh bien on change les règles du jeu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le bâtiment est aussi malheureusement le champion olympique du changement des règles du jeu. Et souvent, et quelquefois, en cours d'année, il nous est arrivé d'avoir des règlements sur les C2E en rénovation énergétique ou sur MaPrimeRénov' qui changent en cours d'année. Parce qu'on a vu un mauvais reportage sur des margoulins ou des escrocs sur BFM Télé qui arnaquaient un pauvre ménage modeste. Et là, de suite, il y a eu une réaction, j'allais dire inutile, qui a pénalisé 99% des artisans et en tout cas des entreprises du pays. C'est ça, de la stabilité, de la vision. Bah, écoutez, un commissaire au plan, ça serait peut-être pas mal, mais qui nous prévoit un plan sur 3 ans, 5 ans, ça serait encore mieux. Je vous remercie. Monsieur Repon. Oui, lisibilité et stabilité, c'est bien évidemment la clé du sujet, notamment dans la rénovation énergétique. Il faut donner une direction à nos concitoyens et à rentrer dans la démarche. Après, sur la partie PTZ, est-ce que c'est la solution? Je pense que ce n'est pas la seule solution. Et nous, on fera des propositions et on vous les fera passer assez rapidement. Comment on peut revisiter la rénovation et l'acquisition et le neuf. Prenez une vision territoriale, ça me paraît essentiel. Il faut mettre du logement où il y a du travail et où il faut de la mobilité. Donc il faut construire intelligemment dans les bassins d'emploi. Donc je pense que le maire et la partie circonscription est la plus identifiée pour identifier le besoin en logement et les efforts qu'on doit faire. Donc on est dans ce sens-là pour libérer les énergies. Par contre, il faut simplifier les parcours d'accès de MaPrimeRénov', donner une lisibilité, faire un vrai parcours de rénovation, permettre aux entreprises vertueuses de rentrer dans l'activité, c'est-à-dire faire un RGE en VAE. L'artisan que vous connaissez qui est capable de le faire, il faut le juger sur le résultat et non pas sur un dossier administratif. C'est là où on diverge un peu avec le président Saleron, où il dit que 52 000 entreprises peuvent rénover la France entière et les 5,7 millions. Nous, on pense que les 500 000 qui n'y vont pas encore, il faudrait les amener à aller dans ce marché-là. Et donc leur faire confiance et venir les contrôler a posteriori et en mettant un minimum de qualité de travaux. Et puis derrière, il y a aussi toute la partie data, qui est essentiel. Comment on peut, dès qu'on met de l'argent public, on sait qu'il y a de la fraude, qui est très bien organisée et qui nuit à la confiance du marché. Et donc, il faut contrôler prioritairement cette fraude et donc mettre des éléments, des moyens pour contrôler cette fraude. Merci beaucoup. Pour le groupe de la droite républicaine, monsieur Jean-Luc Bourgeot. Merci Madame la Présidente. Bonjour messieurs les présidents. Je suis un peu gêné, moi, ce matin de vous avoir fait venir avec seulement quelques collègues devant vous, quand je connais l'importance de vos métiers sur nos territoires. Alors moi aussi, j'avais préparé comme mes collègues, mais quand on passe les derniers, c'est pas facile. Donc, alors je ne vais pas m'amuser à me répéter, puisque d'ailleurs vous avez été assez clair et vous avez bien répondu. Donc je vous ferai une question qui n'a pas été abordée, et puis peut-être qu'avec un peu d'optimisme. Comment voyez-vous vos métiers par rapport à l'intelligence artificielle? Voilà un petit peu ce que j'ai envie de voir un peu vos vues dans ce domaine, puisque je pense que personne ne sera exclu. Et donc, comment voyez-vous vos métiers par rapport à... Et puis, merci, et encore, j'excuse mes collègues, et tous mes collègues, je veux dire, pas simplement de la droite républicaine. Voilà. Peut-être que la prochaine fois, Madame la Présidente, un mercredi matin où on est plus nombreux serait sympa. Voilà, merci. Tout à fait. Nous faisons aussi avec comme vous l'avez vu, un emploi du temps de la commission absolument rempli, c'est-à-dire que le mardi et mercredi, nous n'avons plus un seul créneau, tout simplement parce que la commission des affaires économiques, et j'en suis bien désolée et à la fois honorée, est en tout cas extrêmement prise par un certain nombre d'examens de textes, dont certains que nous avons accepté de prendre entièrement à charge. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on est très pris par ailleurs il y a une séance où il y a beaucoup de collègues, et donc évidemment je l'ai pris de les excuser, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde en séance en ce moment sur
un texte qui fait débat, voilà, donc pour le moins. Voilà, je me suis permise de rebondir. Effectivement, vous avez tout à fait raison, Monsieur Bourgeot, sur vos propos pour excuser évidemment l'absence des collègues. Il y aura un compte rendu. Merci beaucoup. Et sachez que tout est filmé et qu'évidemment, il y a déjà des collègues qui m'ont fait savoir qu'ils allaient écouter l'audition avec attention. Exactement. Voilà. Et ça sera didactique parce qu'on aborde tellement de sujets ce matin qui sont importants. Donc merci en tout cas de votre présence et nous, ça compte beaucoup, vous le savez. Sur l'intelligence artificielle à la Fédération du bâtiment, ça fait maintenant 8 ans qu'on a créé une commission intelligence artificielle. 8 ans. Commission intelligence artificielle, qui est tenue par des artisans d'ailleurs, qui est tenue par des petites structures, parce qu'il y a des gens passionnés. Nous, on est déjà passionnés à notre âge, on a le même âge avec Jean-Christophe, mais les trentenaires et ceux qui arrivent, les plus jeunes, eh bien, ils ont tous le smartphone, ils ont tous des applications, ils sont tous sur l'intelligence artificielle, ils ont tous utilisé ChatGPT, Mistral, etc., des noms que je connais même pas moi aussi, pourtant dans l'informatique. Donc voilà, c'est très important, et bien sûr, l'artisan, l'entrepreneur qui est au volant de sa camionnette, qui finit un truc, eh bien, il va dicter sa commande à l'oral, qui va passer directement chez son fournisseur. Il va dicter son devis, il va dicter sa facture. Quand il rentre chez lui, même s'il n'a pas d'assistant ou d'assistante, eh bien, ça va lui sortir quelque chose qui est fait. Pour contrôler un chantier, pour le regarder, pour le filmer, pour la prospective de comment va devenir le chantier dans quelques jours, dans quelques semaines, eh bien, il suffit de prendre son écran aujourd'hui et de regarder ce qu'il y a à faire. Moi, tous mes salariés, j'ai une petite entreprise de 25 salariés, eh bien, ils ont toute leur documentation et chaque fois qu'ils demandent un truc, ils ont la réponse sur le chantier qu'ils sont en train de faire. Ils ont même les images, les photos, les plans. C'est pas demain, c'est aujourd'hui dans le bâtiment. C'est vrai qu'on est souvent stigmatisé comme un vieux secteur un peu poussiéreux, hein, où on ne fait pas d'études trop importantes. Mais si, on parlait tout à l'heure des apprentis, 18% de nos apprentis font des formations post-bac en BTS et en école d'ingénieur. Donc on monte le niveau, les compétences sont en train de monter. Donc oui, l'intelligence artificielle est déjà présente. Et puis pour contrôler des chantiers, les drones, etc., pour faire des calculs simplement commandés par la voix, aujourd'hui, tout le monde est là-dessus. Et puis, comme on féminise de plus en plus le secteur, eh bien, en plus, il y a cet intérêt pour la perfection qui arrive aussi. Merci. Monsieur Rebond. Je vais faire une petite parabole sur le fait que la CAPEB a été créée après-guerre pour accompagner nos anciens tâcherons à ne plus être tâcherons, justement, à devenir de vrais artisans indépendants, autonomes, et qui aient une certaine activité. Je fais le parallèle avec la vision qu'on a de l'entrepreneuriat. Il faut, me semble-t-il, nous, amener des entrepreneurs de plus en plus autonomes et indépendants, qui gagnent bien leur vie et mieux protégés. Et donc, bien évidemment que l'IA est un élément essentiel pour nous de simplification du quotidien, qui nous permettra de pouvoir, dans un métier qui est souvent considéré comme prématurément usant, de travailler mieux, en de meilleure qualité. Donc nous, on a une fonction première en tant que président de la CAPEB, c'est d'accompagner au mieux nos artisans, qu'ils vivent correctement de leur métier, qu'ils soient protégés aussi le mieux pour qu'ils fassent carrière dans le métier jusqu'à la retraite. Et donc l'IA permettra, je pense, d'accompagner encore mieux nos artisans et de répondre aux questions très complexes de la rénovation énergétique et de l'accès au marché. Donc nous, on le voit d'un côté positif et on voit des entrepreneurs indépendants, responsables et autonomes, et non pas des sous-traitants poseurs, des tâcherons modernes. Voilà, c'est notre vision de l'artisanat. Merci beaucoup. Pour le groupe écologiste et social, Madame Julie Lernos. Merci Madame la Présidente, Messieurs les Présidents. Je ne vais pas revenir non plus sur la crise du secteur du bâtiment que vous avez illustrée, dont nous avons des chiffres qui sont extrêmement clairs et parlants. Et nous le vivons aussi chacun et chacune dans nos circonscriptions avec la crise du logement qui pèse, notamment sur la construction neuve, vous l'avez évoqué, non seulement dans la demande des logements sociaux, mais tout simplement dans le nombre de personnes que nous retrouvons, y compris des enfants, à la rue. C'est aussi le lot quotidien que nous avons en charge en tant que députés. Je voulais plus m'orienter et vous interroger, ça a aussi été abordé, mais la question de la rénovation énergétique, puisque nous avions commis un rapport il y a une ou 2 années sur la rénovation énergétique avec une collègue, Marjolaine Meignet-Millefer, Renaissance. Et pour autant, on voit aujourd'hui, non seulement dans les coupes sur la rénovation énergétique dans les budgets de l'État, la fluctuation des budgets, nous avions plutôt prôné, comme vous l'aviez dit, évoqué tout à l'heure, une stabilité dans les budgets pour donner une prévisibilité, y compris pour le secteur, de monter en compétences et de pouvoir y consacrer plus d'entreprises.
Mais je voulais vous interroger sur aussi les tentatives multiples que nous avons essuyées, notamment par le Rassemblement national, mais pas que, de la tentative de repousser le calendrier de l'interdiction de mise en location des passoires énergétiques, qui semble une réalité. Une tentative aussi, et je voudrais vous interroger plus particulièrement sur ce sujet-là, sur la révision du DPE, qui est souvent extrêmement critiqué. Mais il a été envisagé en juillet dernier pour abaisser le coefficient à 1,2 d'énergie primaire de l'électricité, qui est actuellement fixé à 2,3, ou de le remplacer par une expression d'énergie finale. Et en fait, pour de nombreux acteurs de l'énergie, une telle réforme serait totalement préjudiciable, puisqu'on baisserait artificiellement, on sortirait de la qualification de passoire énergétique un certain nombre de logements chauffés malgré tout à l'électricité, mais par des grille-pains, et on tromperait, on duperait aussi non seulement les acheteurs, mais également on redonnerait un nouveau frein à la rénovation énergétique, puisque un certain nombre de logements ne seraient plus en étiquette DPE préjudiciable. Et je voulais donc vous interroger sur votre avis sur cette réforme qui se passe un peu derrière les écrans, mais du DPE. Et puis, vous avez, je ne veux pas être trop longue, mais sur la question de la création de la Banque de la rénovation énergétique, vous y êtes plutôt favorable. Nous l'avions également émis dans notre rapport. Ma question est plus comment, de manière pratico-pratique, on peut essayer d'engager réellement le dialogue pour la mettre en œuvre. On voit que des sommes que souvent l'accès au financement est un énorme frein, au-delà de la complexité des règles pour accéder à MaPrimeRénov', mais dans les projets de rénovation. Et puis, une petite question quand même sur la validation d'acquis pour le label RGE, puisque les chiffres sont juste ceux que vous émettez sur le manque quelque part d'entreprises qui sont labellisées RGE. Mais plus globalement, moi, la question était sur la formation, puisque sur la rénovation globale, on voit bien qu'on a besoin de plus de formation pour connecter les différents corps de métier. Monsieur Salland. Alors, sur le fait de repousser les passoires énergétiques, pourquoi ? Parce qu'il y a une crise du logement énorme. Je crois que si on doit ne plus loger les personnes qui sont malheureusement dans ces passoires, beaucoup de propriétaires n'ont pas les moyens de le faire. On l'a vu tout à l'heure avec la baisse des budgets sur la rénovation énergétique. Donc, ça serait amplifier le phénomène. J'allais dire, nous, on n'a pas à dire qu'il faut repousser ou pas. C'est comme ça, c'est une décision politique aussi, parce qu'il y a un manque de moyens, tout simplement, et parce qu'il n'y a pas assez de logements, tout simplement. Il y a 3 ou 4 millions de Français qui cherchent à améliorer leurs conditions de logement. S'ils ne peuvent pas changer de logement, c'est pas possible. Sur les DPE et la réforme, vous avez raison, ça a tellement été, nous le disons, le bazar, il s'est fait un peu tout et n'importe quoi. Il suffisait d'avoir deux contrôleurs différents pour avoir des étiquettes différentes. Donc là, il faut revoir tout ça, mais ça fait 2 ans qu'on le dit, ça fait 3 ans qu'on le dit, et évidemment, personne pour l'instant l'a pris vraiment pour justement... La réponse, vous avez raison aussi, pour baisser artificiellement une étiquette, c'est lamentable. Je crois qu'il faut aussi, voilà, c'est vous les parlementaires qui devez aussi agir là-dessus pour avoir des choses bien concrètes. Mais tout part du fait qu'il n'y a pas assez de logements en France. Voilà. Ensuite, la Banque du territoire, moi j'ai une solution. Il y a une mission nationale qui a été donnée à Yannick Borde, Procivis, et Madame Danielle Dubrac, UNIS, 2 membres de l'Alliance pour le logement. On a été auditionnés, interrogés la semaine dernière. La Banque de la rénovation énergétique, c'est ce qu'ils veulent in fine trouver, ou en tout cas la solution pour financer la rénovation énergétique. Il faut absolument qu'il soit soutenu par vous, les parlementaires. Merci, Monsieur Repon. Je commence par la Banque du territoire, bien évidemment, que nous, le financement est essentiel. Donc, il faut trouver le bon financeur en proximité, en plus avec un comptoir en proximité. Si je reviens au DPE très rapidement, il faut qu'il soit le plus sincère. Et on voit bien que sur les petites superficies, c'était faussé. Et on voit bien que l'énergie aussi joue un rôle essentiel. Et il faut, me semble-t-il, aussi respecter toutes les énergies, même carbonées, puisqu'elles jouent le rôle de la décarbonation à long terme. Et c'est le long terme qu'il faut voir. Si on devait déposer toutes les chaudières gaz des logements, ça serait en décarbonation bien plus coûteux que de poser une clim à la place. Donc il faut être réaliste. Et je mets un petit mot sur la TVA chaudière qui va passer à 20%, qui pour nous est inadmissible. Sur la partie du DPE et des passoires énergétiques, et est-ce qu'il faut garder la date ?
il faut garder la date. Si on peut avoir un parcours de rénovation qui s'engage sur 5 ans, l'engagement du propriétaire à dire « je m'engage à faire un geste, puis un autre geste » et d'être accompagné financièrement peut sortir une majorité de passoires thermiques dans l'engagement de rénover à moyen terme. Et ça, c'est un élément pour remettre du logement sur le parc et redire toute l'importance de la rénovation. Sur la partie collée aux interfaces, vous savez, la rénovation énergétique, c'est le CAP de base de nos artisans électriciens, plombiers, chauffagistes. Il est chauffagiste, je suis électricien. Et c'est la base. Maintenant, si on arrive à se regrouper, à avoir des GME et à mieux gérer les interfaces, à mieux gérer la temporalité aussi de la rénovation, quel geste je fais, après quel geste et après quel geste, pour arriver à un résultat global, là, le GME pourra aider à pouvoir amener de l'intelligence dans le travail de rénovation. Et c'est des idées qu'on porte. Voilà. Merci. Monsieur Stéphane Peu pour le groupe GDR. Oui, merci Madame la Présidente. Désolé de ne pas avoir pu écouter vos propos introductifs. Moi, comme mon collègue, j'arrive à la fin. Je vais essayer de poser des questions qui n'ont pas été posées jusqu'à présent. Bon, d'abord, j'ai vu vos déclarations, je connais la courtoisie légendaire des gens du bâtiment, mais vous avez jugé favorablement les évolutions du budget dans le domaine du logement. J'imagine que vous faisiez référence à la baisse de la RLS de 200 millions d'euros et puis à l'extension du PTZ. Bon, mais pour autant, on va avoir un niveau de permis de construire le plus bas depuis au moins 30 ans. Si ce n'est 40. Et donc tout ça, j'aurais aimé savoir quelles ont été les incidences en matière d'emploi pour l'année qui vient de s'écouler dans le domaine du bâtiment. Je me souviens vous avoir entendu parler d'un risque sur 150 000 emplois dans la filière. Donc, quelles ont été les pertes d'emploi en 2024 ? Quelles sont les perspectives? Vous avez dit tout à l'heure, le logement c'est un bateau, et vous avez raison, tout ça prend du temps. Est-ce que vous pensez que les mesures que vous avez saluées vont avoir des conséquences significatives? Et donc, quelles perspectives dans le domaine de l'emploi? Puis ensuite, je voudrais vous poser une question, parce que moi, je suis un peu... On a beaucoup débattu là, ces derniers temps des micro-entrepreneurs avec l'histoire de la TVA. Bon, tout ça, c'est gelé, mais pour autant... je pense je partage des écrits que vous avez commis sur le sujet, à savoir que ça ne va pas du tout, le statut des micro-entrepreneurs, que c'est une concurrence souvent déloyale, que c'est du salariat déguisé. Vous parliez, monsieur, tout à l'heure des tâcherons, mais enfin, est-ce que ce n'est pas aussi, d'une certaine manière, un retour en arrière, enfin, des tâcherons des années 2000. Et est-ce que vous avez une réflexion et éventuellement des propositions à faire pour qu'on fasse évoluer le statut des micro-entrepreneurs de façon à le remettre dans son esprit initial, qui était un tremplin vers l'emploi et vers l'entreprise, et non pas une concurrence déloyale ou le retour du métier à la tâche? Merci beaucoup, monsieur Stéphane Peu. Sur les micro-entrepreneurs, il va falloir nous réinviter 2 heures. Ouais. Sur les chiffres, j'en ai donné tout à l'heure, 14 000 défaillances en 2024 en entreprise, déjà 35 000 salariés de moins. Si les mesures n'avaient pas été prises là en début d'année sur ce PLF, malheureusement 100 000 salariés de moins en fin d'année 2025. Que pur bâtiment, ce qui veut dire qu'on peut multiplier par 2 pour l'ensemble du secteur de la filière. Les producteurs, les promoteurs, les architectes, les notaires qui ont déjà dégraissé énormément. Bon, on ne va pas plaindre tous les secteurs d'activité, mais quand même, et ceux qui se produisent en France, eh bien, ceux-là aussi. C'est pour ça que j'avais parlé entre 2023 et 2025 de 300 000 salariés, peut-être sur le carreau, éventuellement. Équivalent temps plein, tout à fait. Sur tout ça, il y a beaucoup d'intérimaires aussi, des gens qui travaillent aussi. Voilà, donc c'est dramatique pour tout le secteur. On l'a dit, le PTZ, oui, va, comme dirait un de vos collègues très connus, peut-être infléchir la courbe de la baisse dans le bâtiment et dans le logement en particulier, pour infléchir tout ça. On a parlé tout à l'heure du statut du bailleur privé et toutes ces choses-là, de la donation, la RLS, vous l'avez dit, tout ça va dans le bon sens. C'est pour ça que quand ça va bien, quand les mesures vont bien, on le dit.
Évidemment, c'est jamais tout à fait à 100% ce que l'on voudrait, statut bailleur privé, etc. Il faut faire toutes ces choses-là. Maintenant, plus sur la version sociale, la simplification des attestations de TVA, qui sont souvent de redressements fiscaux des petites entreprises, la première, parce qu'avec une TVA dans le bâtiment à 20, à 10, à 5,5 et quelquefois auto-liquidés, je peux vous dire que nos assistants, nos assistantes, ils ont du boulot et quelquefois ils se trompent, quelquefois le client ne le signe pas et donc derrière on est matraqué par le contrôle fiscal, ce qui est d'ailleurs logique, mais en tout cas voilà. Sur la micro-entreprise, vous nous avez entendu beaucoup à la Fédération du bâtiment. Ben oui, c'est passé, personne ne l'a vu, j'en sais rien. En tout cas, nous on l'avait bien vu puisqu'on l'a quasiment pratiquement écrite. Alors oui, se baisse à 25 000. Ça a été étendu et nous ne le voulions pas à la base à l'ensemble de tous les secteurs. Tous les secteurs, c'est leur problème. D'ailleurs, malheureusement, on n'entend que le nôtre depuis quelques jours. On nous le reproche. C'est nous qui avons créé ça. Ça vient d'être gelé. Et maintenant, on nous reproche de ne pas le soutenir assez. Mais moi, je dis, nous le soutenons. Et nous soutenons le fait que, dans le bâtiment, vous avez raison, c'est un marchepied. C'est une première échelle pour créer sa boîte ou pour vivre comme des millions d'artisans qui travaillent tout seuls ou avec un apprenti ou un salarié ou deux et qui payent la fiscalité, qui sont en fiscalité. Donc, ce n'est pas l'opposition des gros contre les petits, non, c'est surtout pour protéger les petits de micro-entrepreneurs. Il y en a de très très vertueux dans le bâtiment, très bien, sûrement, mais malheureusement, c'est l'URSSAF qui le dit dans son rapport de 2023, une grosse triche énorme dans le bâtiment. Micro-entreprise, c'est 19 000 € de déclaration de chiffre d'affaires par an. Alors même si on fait, imaginez, 10% de marge, nous, c'est 2 ou 3 dans le bâtiment. Mais 10% de marge, ça veut dire qu'on pourrait vivre avec 1 900 € par an. Bon, quand il y a un loup, comme dirait l'autre, hein, c'est qu'il y a de la triche, hein, ou le flou, le loup, enfin voilà, vous avez compris. C'est pour ça que nous, on défend les petites structures, les moyennes structures, et puis les micro-entreprises qui s'agrègent à 2 ou 3 et qui viennent justement prendre le boulot avec moins 20% de moins, puisqu'ils ne facturent pas la TVA, d'entreprises un peu plus structurées, 8, 10, etc. Nous, ça a toujours été notre combat depuis 16 ans. Ça fait 16 ans qu'on a essayé, comme les agriculteurs, eux, en 2016, ils ont réussi à sortir du système. Mais moi, je le dis, notre grosse demande, c'est de sortir du système. C'est-à-dire que le bâtiment, et c'est possible, et une franchise de TVA à 1 €, comme nos meilleurs amis ibériques espagnols, qui ont ça aussi, et qui viennent d'ailleurs travailler chez nous, puisque maintenant, ils le peuvent, hein, avec une franchise de TVA à 0. Donc, ils peuvent aller travailler jusqu'à 37 000, 50 000, ou même 85 000, sans TVA, donc concurrence déloyale aussi. Je tape pas sur les Espagnols, je les adore, je suis du Sud-Ouest. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une concurrence loyale, et aujourd'hui, vous l'avez dit, ce n'est plus un marchepied, c'est une fabrique de patrons, alors ça plaît pas, de patrons pauvres. Et attention à la retraite, vous allez voir les problèmes sociaux qu'il va y avoir, parce que là, la cotisation sera égale à 0. Merci, Monsieur Repon. Oui, je vais revenir sur l'auto-entreprise. Sur l'auto-entreprise, il veut pas à chaque fois, il veut pas. Non, mais c'est des trucs innés, ça, c'est dans ses gènes. Non, sur la partie auto-entrepreneuriat, on s'est toujours battu, nous, à la CAPEB, et quand on a parlé au tout début de ce statut de concurrence déloyale, on nous a rétorqué qu'il n'y avait pas de concurrence déloyale. Et là, quand on voit qu'un certain seuil doit faire payer la TVA, qui n'est pas un impôt à l'auto-entrepreneur, puisqu'il ne fait que reposer l'impôt plus loin, ben là on dit que c'est une taxe supplémentaire, alors qu'en fait, il devient moins concurrentiel de 20%. Et en fait, c'est plus de perte de pouvoir d'achat du particulier que de la taxe sur un statut de la petite entreprise. Nous, je vous l'ai dit en début d'introduction, là, dans le P de CAPEB, il y a petite entreprise du bâtiment. Donc nous, on défend le petit, mais pour qu'il soit autonome, indépendant et qu'il vive bien. Et ce statut-là, on voit bien les chiffres qui ont été donnés, ils font des travailleurs précaires et des tâcherons modernes. C'est des tâcherons modernes et ils viennent sélectionner. Et vous savez, le plus gros danger qu'il faut voir devant nous, c'est d'une part, moi je vais négocier pour l'UDP le conclave des retraites. Donc comment on financera cette horde d'auto-entrepreneurs qui auront très peu cotisé et qui seront au minimum sociaux dans 30 ans? Et puis derrière, comment on arrivera également à les rendre acteurs de leur changement. Donc nous, si demain on a un autre chantier qui est colossal pour nous, c'est la facturation électronique. Si la facturation électronique, qui doit être gratuite pour toute entreprise, elle permet de facturer au premier euro la TVA à tout le monde, comme le prélèvement à la source, je dirais, vous verrez que la gratuité de cette facturation électronique, elle sera financée
par la fiscalité qu'elle apportera. Donc nous, on est favorable à ce qu'on paye de la TVA comme tout le monde, qu'on participe à l'effort national des finances publiques, et il n'est pas de discriminer un auto-entrepreneur. On a toujours voulu qu'il soit limité dans le temps, à 2 ans en activité principale. Quand on vient dans l'artisanat du bâtiment, en activité principale, on se monte en auto-entrepreneur, on regarde si on est fait pour ça, et au bout de 2 ans, on bascule dans un régime plus protecteur qui te permet de vivre correctement. Et nous, on aura à la CAPEB, on a bien sûr dans nos adhérents des auto-entrepreneurs, mais qu'il faut qu'on accompagne au mieux pour leur dire, voilà, si tu veux avoir une retraite, si tu veux demain faire de l'apprentissage et accompagner au mieux tes collaborateurs, ben, ce statut-là, il ne te permettra pas de le faire. Merci. Pour une dernière question individuelle, Monsieur Stéphane Peu. Oui. Moi aussi, je pourrais rester 2 heures. Je suis petit-fils de carreleur, fils de maçon, et puis par ailleurs impliqué dans les sujets de logement. J'ai 2 questions complémentaires. Est-ce que vous ne pensez pas, parce que moi je pense qu'il va falloir légiférer sur la micro-entreprise, notamment dans le domaine du bâtiment, mais enfin, est-ce que vous ne pensez pas aussi que les grands groupes, les majors du bâtiment utilisent par des sous-traitances de plusieurs niveaux de manière un peu... Enfin, est-ce qu'on n'est pas en train de faire aussi, dans certains, parfois, de la micro-entreprise, du salariat déguisé à bon compte et très souple? Ça, c'est la première chose. Donc, est-ce qu'il faut... Et la deuxième, puisque vous parlez du conclave des retraites, et pour être un enfant d'ouvrier du bâtiment, quelles sont les propositions du secteur qui est quand même si ça s'est modernisé, particulièrement usant pour les salariés, et 64 ans, moi j'ai le souvenir de mon père, à 55, tout devenait déjà très difficile dans les gestes du métier. Merci beaucoup. Très vite, je vais parler très vite. Vous êtes encore sur le micro-entrepreneuriat, mais vous avez raison, la fabrique aussi à salariés aussi déguisés. Hein, ce n'est pas les grands groupes qui vont, ou les très grandes entreprises qui vont employer un micro-entrepreneur. Hein. C'est tout le monde. C'est les petites entreprises. Ils se groupent eux-mêmes en co-entreprises. Donc, ce problème social, ce problème de sinistre, les assurances, ils disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Pourquoi les 3 piliers de la France, se nourrir, les agriculteurs, ils ne sont pas dedans. Le deuxième, c'est construire. Mais c'est se soigner, le troisième. Pourquoi les infirmières et les médecins, ils ne sont pas dedans? Et pourquoi nous, dans le bâtiment, moi, les gars, ils soudent des immeubles complets de tuyaux de gaz. Hein, et ils demandent une certification à quelqu'un qui en a une. Ils montent un mur, ils montent une charpente, ils montent des fenêtres. Donc, les sinistres dans les assurances, qui c'est qui paye derrière? Les franchises et les machins. Ils ont même une toute petite franchise. Et puis quand ça ne va pas, ils s'arrêtent. Hein, c'est facile d'arrêter une activité de micro-entrepreneur. On ne va pas aller les rechercher. Hein. D'ailleurs, on ne prendra pas assez d'argent ou de pognon. Donc voilà. On n'est pas contre, et Jean-Christophe l'a dit, je suis content qu'on soit 99% d'accord sur tout avec Jean-Christophe. Et là-dessus, ça fait longtemps qu'on a dit la limitation. Alors nous, on était à 3 ans, mais si c'est 2 ans, c'est encore mieux. Et je peux vous dire que la CPME et le MEDEF, en tout cas, sont en train de travailler là-dessus et sont sur la sous-traitance, sur la micro-entreprise, et je finirai la sous-traitance, eh bien, ça y est, monsieur Amir Reza Tofighi, ce matin, a dit, oui, il y a un problème avec les micro-entreprises dans le bâtiment. Il va falloir réformer ça tout de suite, très vite, parce que c'est le bazar. Allons-y, ces jours-ci, ça tombe bien, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir. Patrick Martin, c'est pareil, micro-entreprise, c'est très bien. Et comme dit Jean-Christophe, on est d'accord entre MEDEF et UDP et CAPEB. Voilà, c'est un tremplin, c'est un marchepied. Et vive la Startup Nation, mais la Startup Nation dans la concurrence loyale. Voilà. Non, mais l'esprit entrepreneurial, c'est toujours bien. Mais voilà. Et surtout aussi, il faudra dissocier l'activité principale, comme un de mes amis, prof de sport, qui fait des cours de yoga ou à côté, qui fait de l'électricité. Il y a un problème quand même. Enfin, il n'a pas toutes les qualifs. Alors, il a une petite assurance, mais il n'a pas la qualif pour faire de l'électricité et il est prof de sport. Peut-être qu'il a bricolé avec son cousin dans son garage il y a quelques années. Pour la sous-traitance en cascade, alors là, on est très tranquille et on est très d'accord maintenant avec Jean-Christophe. Et donc, vous pouvez le dire, on est tous d'accord. La limitation de la sous-traitance, on vient d'obtenir, et vous nous l'avez voté, limitation à 2 niveaux sur la rénovation énergétique en entreprise RGE. Nous, ça fait 2 ans, et vous le savez, monsieur Peu, qu'on le demande, et d'ailleurs, je crois que vous êtes 70, 75 déjà députés à l'avoir signé, la réduction de la sous-traitance en cascade dans le neuf et partout sur le bâtiment, limitée à 2 niveaux. Et ça, on me dit, mais c'est pas possible, vous venez des grands groupes, mais moi, je suis pas un grand groupe, j'ai 25 salariés, donc j'ai dit, et tout le monde est d'accord, et je suis allé voir mes majors, ils m'ont dit,
Olivier, vas-y, nous sommes pour la régulation de la sous-traitance, parce que vous l'avez dit, après la 3 et la 4, j'ai même appris qu'il y avait des sous-traitances à 2 chiffres, un truc de dingue, eh bien on ne maîtrise plus rien. Et là, c'est de la fraude inorganisée, et c'est là que le travail illégal se trouve. Nous venons d'avoir le débat d'ailleurs dans le projet de loi Mayotte d'urgence pour encadrer à pas aller au-delà du rang 2 de sous-traitance. Bon. C'est pas le cas. Oui, finalement, on a été un certain nombre de groupes parlementaires. Mais effectivement, le vote n'a pas été... Il a été positif à l'Assemblée nationale et en fait, en CMP, il est... Voilà. Mais en tout cas, on peut se dire qu'il a été une fois positif en hémicycle à l'Assemblée. Mais il faut y revenir parce que justement, Mayotte est un élément essentiel où on voit bien que l'artisanat, il faut l'aider à se structurer et qu'il est, pour le coup, eux, ils sont les tâcherons d'après-guerre. Hein. C'est ce qu'ils vivent sur Mayotte. Donc nous, on est très favorables à limité dans le temps, bien évidemment. On est heureux de voir que la Fédération française du bâtiment rejoint la position de 2 rangs de sous-traitance, et c'est tant mieux. Oui. Vous avez tout créé, de toute façon. Après le monde et après l'artisanat. Ils ont fait la CAPEB et maintenant ils regrettent. Non, juste pour dire que pour nous, c'est essentiel. Mais vous savez, la dangerosité, c'est que le modèle économique, il soit tentant pour beaucoup de personnes. En artisanat, si vous laissez faire cela, vous aurez plus de salariés en artisanat qui font quand même 450 000 salariés de l'artisanat et plus d'apprentis. Et pour nous, c'est vital pour relever les futurs repreneurs et créateurs d'entreprises. On sait qu'on a une pyramide des âges compliquée, donc il faut des entreprises pérennes, des entreprises qui ont pignon sur rue et des jeunes femmes qui viennent rejoindre l'artisanat du bâtiment. Donc nous, on est vraiment fort remonté pour le limiter dans le temps et non pas pour sacrifier des auto-entrepreneurs en activité principale, donc 2 ans en activité principale, qui basculent dans un régime social et fiscal protecteur pour eux, qui donc pas de déloyauté dans le marché, mais également aussi de la protection pour des jeunes qui ont envie de travailler dans le bâtiment. Je vous remercie beaucoup sur... c'est vraiment intéressant de vous entendre aussi sur la question de la concurrence déloyale. Hein. Et ça, évidemment, ça a aussi des répercussions. Alors, c'est plus la commission des affaires sociales, mais ça a des répercussions, l'affaire des micro-entreprises, sur le droit du travail. Parce qu'en fait, il n'y a pas de droit du travail dans ce cas-là. Hein. Donc, voilà. Puis, ça a des répercussions sur ce que vous disiez, sur le niveau des diplômes et sur sur la protection des diplômes. Moi, je suis sœur d'électricien avec un CAP, donc je vois bien le problème de la concurrence déloyale de gens qui n'ont pas du tout le diplôme et ce qui fait que ces diplômes-là, ensuite, sont tout à fait sont délégitimés, décrédibilisés. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours. C'était vraiment passionnant. Je regrette effectivement qu'on n'ait pas pu être plus nombreux. On a une minute ou pas ? Tout à fait. Donc je vous avais promis d'ailleurs et je vous en prie. 58% des Français, et c'est le taux le plus élevé au CESE il y a 3 mois, fait par l'Ipsos, on est deux avec Jean-Christophe d'ailleurs. 82. Ouais, mais non, pardon, je sais pas, je veux dire, 58% des Français considèrent le logement, la création, l'achat ou la location ou la rénovation énergétique de leur logement comme primordial. Et c'est le plus haut taux quand on propose aux Français une question à choix multiple. Quand on ne propose pas, ils disent le pouvoir d'achat. Mais oui, mais dans le pouvoir d'achat, 30 à 35%, c'est le logement. Et ils disent, mais bien sûr. Donc ça, c'est la préoccupation, mesdames et messieurs les parlementaires, et vous le savez, sur vos territoires. Aujourd'hui, on vous demande plus un problème de logement qu'un emploi, même si c'est en train malheureusement de basculer. Le secteur du bâtiment coûte pas cher à la nation. La preuve, le budget, tout ce qu'on en a parlé, c'est aux environs de 3-4 milliards d'euros. Vous voyez, quand ça en rapporte 93, parce que c'est ça les effets de levier que ça donne sur nos concitoyens, ça permet aussi aux investisseurs institutionnels peut-être un jour de revenir. Aujourd'hui, malheureusement, ils préfèrent placer leur argent dans tout ce qui est financier. On ne peut pas forcément compter là-dessus. Le bâtiment, c'est un PIB de 7 à 8%. Quand il flanche, eh bien oui, ça fait perdre un PIB à la nation, comme l'année dernière, avec cette chute de construction et de rénovation qui stagne, eh bien peut-être de 0,2 à 0,3% du PIB national annuel, et c'est une catastrophe. Pour résumer tout ça et pour en discuter pendant des jours et des heures, eh bien nous on a une solution. C'est la création d'un conseil national de la construction que l'on demande, qui nous est promis, c'est gratuit. On se réunirait tous de la filière, chapeauté comme le Conseil national d'industrie
par le Premier ministre, par Matignon ou autre. Voilà, que ça serait quand même beaucoup plus reconnu, avec les ministres adéquats qui s'occupent de près ou de loin de la filière, avec des parlementaires, et qu'on se réunirait tous les 3-4 mois de façon très régulière pour refaire ce qu'on vient de faire depuis 1h30, ce qu'on vient de mettre, ce qui va, ce qui ne va pas, et ce qu'on prévoit, et faire de la prospective pour jusqu'à, si l'on peut, 2030-2035. Et ça, en tout cas, nous, on le fait en interne. Et c'est pour ça qu'on milite pour tout ça, et je crois qu'on est tous d'accord sur ce thème. Merci. Monsieur Repin. Nous, on avait parlé d'une problématique du logement qui va du neuf à la rénovation et qu'il faut mettre à plat et qu'il faut repenser. Parce que penser qu'on recommencera à faire comme on a fait par le passé n'est pas viable non plus. Et ni pour la planète, ni pour la décarbonation. Donc il faut penser de nouveaux modèles. Et nous, on apportera notre pierre à l'édifice en ce sens. Repenser aussi un élément essentiel malgré tout, c'est que on parle régulièrement du test TPE, mais toutes les lois doivent passer par le filtre test TPE, puisqu'on voit bien quand même que souvent dans les arbitrages, derrière, au dernier moment, la TPE fait le dernier arbitrage défavorable, et on l'a vu sur Mayotte, c'est un élément essentiel pour nous que de l'accès au marché, et que l'allotissement doit faire partie du marché. Alors bien évidemment que la TPE ne va pas reconstruire Mayotte, mais par contre il faut réintroduire la TPE. Donc il faut que les arbitrages et la plus-value de la TPE soient évidentes pour vous tous, monsieur, madame les députés, comme une plus-value pour la société en territoire. Je vous invite à relire l'étude Terram, si vous ne l'avez pas lu, sur l'emploi créé par la TPE sur l'ensemble du territoire et la capacité qu'on a de le faire. Olivier Savron parlait de l'étude du Civipov, et vous regarderez la confiance dans les métiers. Le premier métier en confiance sur le territoire, c'est l'artisanat, à 82%. Je suis désolé, vous êtes un peu loin derrière les politiques, un petit peu plus loin dans la confiance exprimée. Non, mais c'est important de le dire, parce que régulièrement, on a une image défavorable de l'artisanat, alors que la réalité de nos concitoyens font une extrême confiance aux artisans. Moi, j'ai repris l'entreprise de mon père, artisan électricien, et on a des clients depuis 3 générations. On a les clés de la maison et on travaille en confiance. Donc, l'image renvoyée souvent de l'entreprise pas vertueuse, qui est fraudeuse, elle n'est pas celle que l'on porte nous. Alors, c'est pour ça qu'on veut les protéger au mieux, donc lutter contre un entrepreneuriat pas libéral mais liberticide, je dirais, et créer de la main-d'œuvre pas chère, ou demain des entreprises artisanales qui auraient plus de salariés mais que des auto-entrepreneurs. Et vous verrez le modèle économique et social, comment il va tenir demain, et comment on paiera nos retraites dans l'avenir. Donc voilà, pensez régulièrement à ce que l'artisanat fasse partie du concept de citoyen, et vous savez que c'est une force opérationnelle, et on vous fera des propositions pour le neuf, et on vous les fera passer rapidement. Merci beaucoup. D'ailleurs, je disais en aparté qu'il y a bien un Conseil national de l'alimentation, et que vous disiez se loger est un besoin fondamental au même titre que se nourrir, et qu'on pourrait imaginer effectivement qu'on prenne à bras-le-corps ce besoin de se loger dans un Conseil national. Voilà. Et sur Mayotte, je rappelle qu'en tout cas dans l'Assemblée nationale, on s'est battu et on a eu gain de cause par rapport au texte du gouvernement pour protéger les TPE et PME dans la reconstruction, éviter que en fait, un certain nombre de multinationales étrangères, notamment, mettent la main sur ce vaste marché, nouveau marché de la reconstruction. Voilà, et on a eu en partie gain de cause, en tout cas, y compris sur l'encadrement de la sous-traitance. Voilà, vous dire aussi que, en tout cas, nous, on va diffuser à tous les parlementaires. On a votre document très précis et très précieux de la CAPEB. Il y a tout voilà, de nombreux chiffres, évidemment. On sera ravis aussi de pouvoir le faire avec la FFB. Voilà, donc à nouveau, vraiment merci beaucoup pour cette audition. Et donc, on fera en sorte, même s'il y a peu de monde ce matin, en tout cas, de diffuser au maximum les informations que vous nous enverrez. Voilà, merci à vous. Merci.